Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour un webinaire qui va être consacré à la retraite en France. Donc, j'ai le plaisir ce matin d'accueillir Karen et Mathias, qui sont deux experts de chez GEREP. Je vais d'abord laisser Karen se présenter. Bonjour Karen. Bonjour Christophe, bonjour Mathias, bonjour à tous. Alors, je suis Karen Lopez, consultante retraite depuis un peu plus de 10 ans et je réalise donc des études retraite pour les salariés des entreprises clientes de GEREP, mais aussi pour les particuliers, tout régime confondu. Merci Karen. Bonjour Mathias, enchanté. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Donc, je suis Mathias Espinas, actuaire de formation, et je suis le directeur technique de GEREP depuis 11 ans. Et j'interviens et j'accompagne les clients de GEREP sur la retraite, de la réflexion initiale, la mise en place, le suivi, le conseil. Je vais dire un petit mot rapide sur GEREP. GEREP, c'est pas que de la retraite, hein, c'est une des 10 premières sociétés de conseil en protection sociale complémentaire, donc prévoyance, santé et retraite principalement. GEREP compte aujourd'hui plus de 80 collaborateurs qui s'illustrent dans différents pôles d'expertise, actuariat, juridique, technique, gestion, communication et négociation. On a lancé depuis 4 ans notre transformation digitale pour renforcer la satisfaction client, continuer d'innover et rendre le plus fluide possible le parcours utilisateur. Donc notre credo, c'est augmenter la satisfaction des salariés et diminuer les coûts employeurs avec des équipes engagées et passionnées. Et notre objectif, c'est créer un consensus et trouver la bonne équation entre les besoins des salariés, les objectifs stratégiques de l'entreprise et les contraintes de rentabilité que nous font supporter les assureurs. Ah, tu l'as pas appris par cœur celui-là. Karen, on va refaire un petit test son. A priori, on vous entend pas bien. On t'entend pas bien. D'accord. Alors, pour me représenter de nouveau, Karen Lopez, je suis consultante retraite et je réalise des études retraite pour les salariés des entreprises clientes de GEREP et aussi les particuliers, régime confondu. Est-ce que vous C'est vrai qu'on m'entendez ne t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux augmenter le volume ou... Je vais voir ce que je peux faire. Ou peut-être parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ouais. Alors, on va passer sur le plan de ce webinaire en 5 grands axes. Pourquoi parle-t-on de retraite en entreprise? Comment participer à la politique de rémunération de l'entreprise? Comment construire efficacement un régime de retraite? Quels outils? Et puis l'apport d'expertise de GEREP, notamment avec les outils digitaux. Et pour démarrer, finalement, Mathias, pourquoi c'est un sujet en soi, la retraite? Ah là, on t'entend pas du tout, Mathias. Toujours pas. Alors, on a un petit souci technique ce matin. Karen, tu nous entends? Moi, je vous entends. Vous m'entendez également? On a perdu Mathias, qui n'a plus de son. C'est pas grave, le temps que Mathias se remette, Karen, tu peux répondre à ma question. Pourquoi c'est un sujet la retraite? Alors, pourquoi c'est un sujet la retraite? Parce que ça va du bon sens, en fait. Rien ne dure. Et votre salaire ne sera pas versé éternellement. Donc, à un moment donné, vous allez prendre votre retraite. Et il faut préparer la suite, sachant que l'espérance de vie ne fait que augmenter, d'où l'importance de cette rente qui va vous être versée jusqu'à la fin. Ça marche. On va peut-être attendre que Mathias revienne. Excusez-nous, on a rarement, mais ça peut arriver, des petits soucis techniques. Voilà, Mathias revient. Voilà. Super, tu arrives pile poil pour nous dresser le Donc, comme le disait Karen, j'ai entendu, c'est exactement ça. Le salaire ne sera pas versé éternellement. Un jour, ça va arrêter. Il faut préparer la suite, remplacer ce salaire par quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est une ou plusieurs pensions de retraite. On n'aura jamais le montant dans l'état actuel du système du salaire. Mais donc voilà, par exemple, pour un cadre, la retraite représente 55% de son ancien salaire. Si on veut un peu préserver du pouvoir d'achat à la retraite,
et pas trop perdre en train de vie, il faut une stratégie consciente de préparation à long terme. Donc ça, c'est la première raison de bon sens, on va dire. L'autre raison, c'est tout simplement les régimes étatiques sont sans cesse réformés, la visibilité sur leur viabilité ou leur niveau de financement est de plus en plus réduite. Aujourd'hui, la plupart des gens ont conscience qu'ils ne pourront plus compter uniquement sur les régimes obligatoires. Le temps long que représente une carrière dans une ou plusieurs entreprises, plus de 40 ans, doit permettre de capitaliser des sommes versées régulièrement au sein de ces entreprises et qui peuvent jouer le rôle de sponsor justement dans une approche gagnant-gagnant, au sens où l'entreprise elle peut valoriser sa politique RH, benefits, fidéliser, augmenter son attractivité, pour attirer des talents, et tout ça en bénéficiant d'un cadre fiscal et social avantageux. Donc voilà pourquoi c'est un sujet, la retraite. Et tu peux nous dresser un peu le panorama de la retraite en France ? Oui, alors on a coutume d'entendre souvent qu'il existe 42 régimes de retraite. En fait, on va pas rentrer dans le détail ici. En fait, il existe 42 combinaisons possibles entre les différents régimes de base et complémentaires. Autre point, on parle souvent de régimes spéciaux. En fait, il n'y en a que 11. Ce sont simplement des régimes qui existaient avant 1945. Les trois plus connus, c'est les industries électriques et gazières, la SNCF et la RATP. Bon, le quinquennat actuel avait prévu de faire table rase de ces régimes à travers une grande réforme. La crise du Covid est passée par là. Karen va y revenir dans un instant. Donc nous, sur ce slide, on va se concentrer sur la situation correspondant aux salariés du secteur privé, qui représente quand même 82% des pensions versées en France, ce qui est quand même très représentatif. Donc en général, on représente le système sous forme de pyramide, tout simplement parce qu'il y a une base obligatoire, dite par répartition, qui fait office de socle minimum en quelque sorte. Et puis, il y a un ou plusieurs étages facultatifs au-dessus. Alors sur ces niveaux facultatifs, on va retrouver un fonctionnement en capitalisation, c'est-à-dire que l'épargne est placée individuellement sur des supports financiers. Donc sur le socle par répartition, donc à la base, on retrouve deux grands principes que sont la solidarité intergénérationnelle. Les cotisations des actifs servent à payer et servir les pensions des retraités, et la régulation par les pouvoirs publics. Voilà, Christophe. D'accord. Et alors, si on revient au sujet de ce webinaire, la retraite en France, une actualité permanente. Pourquoi une actualité permanente ? Tout simplement parce qu'en fait, on cherche en permanence des financements nouveaux. Parce que certains régimes obligatoires sont ou vont être en déficit dans les années à venir. Le principe de répartition entre actifs et retraités fonctionnait bien lorsque le rapport actif-retraité était de 4 pour 1, il y a une trentaine d'années. Ce rapport a cessé de se dégrader, n'a cessé de se dégrader depuis 40 ans. Karen va y revenir dans un instant. D'ailleurs, le nombre de réformes illustre bien ce problème. Depuis 30 ans, on a vu 4, 5, 6 réformes, justement pour préserver le financement des retraites par répartition. Alors, ce sont souvent des réformes paramétriques qui agissent sur des leviers comme l'âge de départ ou encore la durée de cotisation, ou les deux. Alors, pour situer les choses, par exemple, les dernières sont par exemple la réforme Hérault de 2013 qui a agi sur la durée de cotisation. Aujourd'hui, des gens comme moi, il faudra 172 trimestres pour avoir le taux plein. Cette notion de taux plein, Karen va y venir aussi dans un instant. On a eu aussi la réforme Woerth en 2010 qui a fait passer l'âge de départ de 60 à 62 ans. Et auparavant, on a vu la réforme Fillon en 2003, qui avait déjà agi sur le nombre de trimestres, mais qui avait également légiféré sur les produits en capitalisation. Sur les étages par capitalisation, on retrouve toutes les sortes d'épargne possibles. Là, le maître mot, c'est épargne, épargne même individuelle, soit avec le sponsoring de son entreprise. Donc, on retrouve dans cette catégorie l'épargne salariale bien connue, car très répandue, ou alors les régimes collectifs d'entreprise qu'on appelle article 83 et maintenant PER. Et si je te suis, là, ça veut dire que c'est un véritable outil politique, en fait. Exactement, en fait, quand je donne le mot sponsor, c'est un mot fort. Il y a 40 ans pour pouvoir préparer cette retraite, donc il y a largement de quoi faire pour que ce soit indolore et avec l'aide de l'entreprise,
petit à petit, mois après mois, année après année, arriver à quelque chose de conséquent à la retraite, sachant que les entreprises ont cette possibilité d'avoir des produits qu'on pourrait appeler des produits de niche fiscale et sociale. Voilà. J'ai une question là de Stéphane qui dit un conseil sur le meilleur système d'épargne en entreprise. Nous sommes en train de nous renseigner pour faire valoir quelque chose en CSE. En fait, dans l'entreprise, soit on décide de se dire, on voudrait quelque chose pour tout le monde. On va parler d'un produit universel qui va s'adresser à l'ensemble du personnel. Alors aujourd'hui, le produit qui est connu pour ça, c'est le PERCO, qui fait office de produit d'épargne et de produit de retraite. Mais certaines entreprises ont d'autres objectifs, des objectifs un petit peu plus restreints en termes de catégorie de personnel. Et elles peuvent avoir envie de faire du catégoriel et donc de réserver un complément, parce qu'elles n'ont pas forcément le budget pour l'ensemble de l'entreprise, de réserver un complément pour une catégorie de cadres ou des gens qui ont une rémunération élevée et qui ont besoin de compléments de retraite. Et donc ça, c'est ce qu'on appelait avant l'article 83 et qui est réformé par la loi Pacte et qu'on appelle maintenant le PER. Donc il n'y a pas de meilleur système, c'est quel est l'objectif de l'entreprise, catégoriel ou universel finalement. Ouais. Alors du coup, je vais quand même tout de suite mettre dans le chat le formulaire de contact de GEREP. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre contact directement avec la société GEREP à la fin de ce webinaire. On va passer Karen, si tu le veux bien, aux idées reçues sur la retraite. Et on a une première question à poser à nos participants. La première question, c'est si j'ai mes trimestres, est-ce que je peux partir à la retraite? Très simple, hein, vous répondez oui ou non, selon vous. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. C'est assez équilibré pour l'instant. Alors du coup, c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a au moins 50% des gens qui se trompent. Allez, on a combien? On a 62 personnes qui ont répondu. En attendant, on va répondre à Thierry qui demande la différence entre le PER et l'article 83, Mathias. Alors, c'est dans les points communs déjà, c'est un régime à cotisation définie, donc l'entreprise s'engage sur un niveau de financement. L'article 83, c'est l'ancienne appellation, puisqu'en fait, ce régime à cotisation définie vient d'être réformé par la loi Pacte et s'appelle désormais le PER. Et alors, on va y revenir tout à l'heure, justement, un peu plus précisément. On va voir les différences justement entre l'ancien 83 et le nouveau PER. Mais c'est le même, dans le fond, c'est le même produit à cotisation définie. Ça marche. Alors, on va partager les résultats. On a 71 votants sur 93 présents, ce qui est pas mal. Et donc, est-ce que vous voyez bien les résultats? Donc, on a, on va dire, ouais, c'est équivalent, hein, on a 50% de oui et 50% de non. Karen, tu vas nous éclairer. Alors, je vais vous éclairer. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'avoir les Alors, trimestres? parle plus fort. Oui. Déjà, on va savoir ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que ça Est-ce que tu es signifie? sûr que ton micro est configuré? Tu peux cliquer sur la roue crantée pour vérifier que ton casque est bien en sortie son. Oui, a priori, oui. Vous m'entendez pas bien? Non. A priori. Alors, est-ce que si j'enlève, c'est mieux? Carrément mieux. Vous m'entendez mieux? Alors, je laisse comme ça. OK. Alors, tout d'abord, avoir ces trimestres, ça signifie quoi? Par exemple, on va prendre une personne née en 1959. Il lui faut 167 trimestres. Cette personne on va prendre une hypothèse, a atteint ses 167 trimestres, mais elle n'a pas atteint l'âge légal. L'âge légal de départ, c'est 62 ans. Si elle n'a pas atteint l'âge légal de départ et qu'elle n'est pas en carrière longue, et qu'elle ne fait pas partie d'un régime spécial de retraite, elle ne peut pas prendre sa retraite, elle doit attendre d'avoir atteint l'âge légal 62 ans.
Donc en fait, avoir l'âge légal de retraite ne signifie pas partir à taux plein, tout comme le fait d'avoir ces trimestres ne signifie pas que l'on peut partir immédiatement à la retraite. Il faut attendre cet âge légal, je dis bien hors carrière longue. D'accord. Alors, deuxième question, là, vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez, par oui ou par non. L'âge du taux plein automatique est fixé à 67 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai un peu plus de... Tout le monde semble d'accord. Donc, tout le monde sait oui. Qu'est-ce qu'il en est, Karen? Alors, en effet, l'âge d'annulation de la décote, c'est 67 ans. Cela signifie que si on n'a pas tous ces trimestres, on va repartir sur 167 trimestres, l'exemple qu'on avait pris, une personne née en 1959. Si elle n'a pas atteint ce nombre de trimestres à l'âge de 67 ans, elle pourra prendre sa retraite sans décote. Donc, ça veut dire sans décote à la CNAV et sans décote à l'Agirc Arrco. Mais, petite précision, elle va quand même, avoir une retraite à taux plein ne signifie pas avoir une retraite pleine, puisque dans le calcul de la pension CNAV, on a un élément qui va prendre en considération le nombre de trimestres acquis dans le régime de la CNAV, qu'on va diviser par le nombre de trimestres requis. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard dans la formule de calcul. Il me semble que c'est le slide suivant. Et donc, qui va faire que le taux va bien être un taux plein à 50%, comme on le voit dans la première ligne, mais l'indicateur nombre de trimestres validés sur nombre de trimestres requis va prendre en considération tout de même le nombre de trimestres que la personne avait. C'est-à-dire que si elle a 100 trimestres sur les 167 requis, ce dernier coefficient va faire baisser automatiquement la pension. Il y a Thierry qui nous dit sur le taux, oui, mais la durée, point d'interrogation. Exactement. En fait, sur le taux, c'est ça. Sur le taux, ce sera bien un taux plein. 50%, c'est le maximum. Mais en effet, le dernier indicateur de la durée va faire automatiquement diminuer la pension le montant de la pension. En revanche, sur l'Agirc Arrco, il n'y a pas d'abattement. On prend le nombre de points, on multiplie par la valeur de service et on a le montant de la pension brute par an. Il y a Gilles qui nous dit, en attendant la future réforme, trois petits points. Alors, on en avait parlé, Karen et Mathias, pendant la préparation de ce webinaire. Finalement, la réforme, la question qu'on se pose, c'est avec des élections présidentielles qui sont assez proches et des démarrages de campagne qui vont démarrer là dans les semaines à venir. Est-ce que finalement, on va réellement avoir une réforme en 2021, voire en 2022 ? On a du mal à croire que ça arrivera un jour, puisque pour rappel, en fait, la réforme a complètement été mise entre parenthèses depuis plus d'1 an du fait de la crise sanitaire. Donc cette réforme qui visait à supprimer les 42 régimes existants pour n'en créer qu'un seul, unique, pour tous les travailleurs. Effectivement, comme tu le dis, il va y avoir les élections présidentielles qui vont se préparer à l'automne de cette année. On a du mal à croire que la réforme va ressurgir. Ouais. Il est possible, je lis sur certains journaux que Bruno Le Maire souhaite tout de même peut-être jouer sur quelques paramètres. Donc là, on serait vraiment sur une réforme paramétrique et non systémique, qui pourrait, par exemple, faire augmenter l'âge légal de départ à la retraite. Mais encore une fois, c'est assez peu. Alors, ok, ça, c'était l'idée reçue numéro 2. L'idée reçue numéro 3, c'est les pensions de retraite sont faibles. Alors, pareil, on va vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que les pensions de retraite sont faibles, de manière générale ? Allez-y, je vous laisse encore 10 secondes. Allez, on a 63% de participation, c'est bien. Ok, donc plus. 64. Allez, je partage les résultats. Donc, 70%. Donc, en majorité, c'est plutôt oui. C'est plutôt oui. Et pourtant, la pension moyenne, c'est 1 432 € brut mensuel.
En fait, un retraité, il a un niveau de vie en moyenne supérieur de 7% par rapport au reste de la population. Donc finalement, les pensions sont pas faibles. Dans les taux de remplacement, Mathias en a parlé tout à l'heure, on est à 55% de taux de remplacement pour un cadre et environ 76% pour un employé. Donc le taux de remplacement, c'est la différence entre le dernier salaire et le montant qu'on va toucher à la retraite. Donc ce sont des taux qui sont quand même très élevés en Europe, surtout du fait que la répartition, le système par répartition prime finalement sur la capitalisation. Mais non, les retraites ne sont pas faibles, d'où l'importance de s'en préoccuper. Mais tu disais que le niveau de vie d'un retraité est en moyenne supérieur à 7% à celui du reste de la population. Exactement, oui. Finalement, il y a des systèmes qui font que même une personne qui aurait peu travaillé, avec les minimums, etc., finalement s'en sortirait plutôt mieux qu'une personne active. Alors, il y a Jean-Pierre qui dit la retraite, ce n'est pas que la pension, et Gilles précise la question mériterait d'être plus précise. Donc, quand on dit pensez-vous que les pensions de retraite sont faibles, c'est les pensions globales, hein, c'est tout intégré. Hein. Exactement. Alors, il y a une question de Alain qui dit j'ai 64 ans et tous mes trimestres. Je vais la poser à Mathias. Mon employeur peut-il me mettre à la retraite si je suis d'accord? Alors, en France, il y a une réglementation assez claire et assez précise. Hein. L'âge minimum de départ, c'est 62. L'âge auquel on peut prétendre au taux plein, c'est 67. Et l'âge, le troisième, auquel mon employeur peut me mettre à la retraite, c'est 70 ans. Tout simplement. Donc la réponse, c'est non. C'est non, d'accord. Voilà. Alors, quatrième idée reçue. Alors, on va vous poser la question. Après, on ne vous embête plus. Hein. Y aura-t-il bientôt plus de retraités en France que de cotisants, selon vous? Non, on aura toujours. Pardon. Ah bah, si tu réponds avant, pardon. Sondage, Mathias, ça va pas y arriver. Hein. En tout cas, ça marche les sondages, tu vois. Même toi, tu veux participer. Mais pourtant, c'est partagé dans les résultats. Hein. Allez, fin du vote. Karen, c'est à toi. On a quand même 23 personnes qui pensaient que oui. Alors, en fait, c'est faux. Donc, aujourd'hui, le ratio actif-retraité, c'est 1,7. Donc, en fait, on a 16 millions de retraités pour 28 millions d'actifs. Mais il est vrai que les projections du COR, le Conseil d'orientation des retraites, montrent que le ratio va diminuer avec le vieillissement de la population pour arriver en 2070 à 1,3 cotisants pour un retraité. D'où on peut penser à l'importance aussi d'une réforme. Les gens vivent plus longtemps, les actifs entrent plus tard sur le marché du travail, donc forcément le ratio diminue, mais pour autant il n'y aura pas plus de retraités que de cotisants. Donc nous, on devrait être sauvés pour notre retraite, a priori. Oui. Alors, cinquième idée reçue, l'allongement de la durée de cotisation va m'obliger à partir à la retraite plus tard. Karen. Alors, oui, puisque tout le monde a envie de partir à la retraite à taux plein pour éviter les abattements. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge moyen de départ à la retraite en France, c'est 63,4 ans. Donc déjà, on n'est pas à 62 ans comme l'âge légal nous le montre. Donc ça veut dire quoi? Une personne, par exemple, qui est née en 1973, il lui faut 43 annuités pour avoir un taux plein, donc 172 trimestres. Donc la personne qui commence à travailler à l'âge de 23 ans, pour avoir une retraite à taux plein, va devoir attendre ses 65-66 ans. Donc en fait, de facto, les personnes vont travailler effectivement plus longtemps pour pouvoir éviter d'avoir les abattements. Alors, sur la réforme des retraites, hein, on en a parlé, sur
sur l'harmonisation des régimes, etc. Est-ce que tu veux rajouter une précision, Karen, là-dessus? Alors, ce qu'on peut dire dans la réforme et qui me semblait être un point intéressant, c'est que au-delà de l'harmonisation pour tous les travailleurs, on a aussi une limite dans les cotisations retraite, dans le sens où, au-delà d'un certain niveau de salaire, donc au-delà de 120 000 euros, on ne cotise plus pour sa retraite. Et donc ce moyen, enfin cette idée, c'était quand même de mettre en place aussi dans les entreprises des systèmes pour les hauts cadres, les hauts revenus de capitalisation pour justement éviter un taux de remplacement qui serait finalement qui diminuerait, puisque aujourd'hui on cotise en fait à la retraite jusqu'à environ 330 000 euros de revenus bruts annuels. Donc 120 000, c'est quand même autre chose. D'accord. Je trouvais que ça c'était voilà une réflexion importante, surtout dans la mise en place de dispositifs en entreprise. Et pourquoi finalement le seuil des 62 ans comme âge minimum est-il menacé aujourd'hui? Alors cette réforme, justement, bon, qui verra sans doute pas le jour, mais elle fait appel à ce qu'on appelle un âge pivot, un âge d'équilibre qu'on estime à 64 ans, qui signifie que si l'on part avant cet âge, donc par exemple à 62 ans, qui reste l'âge légal maintenu, on a un abattement qui serait définitif de 5% par année d'écart par rapport à cet âge. Donc, on a quand même des moyens incitatifs pour que les personnes continuent à travailler au-delà de 62 ans. Et puis, c'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau. L'Agirc Arrco l'a déjà un petit peu mise en place avec la minoration temporaire pour les personnes nées à compter de 1957 et qui liquident leur retraite là depuis le 1er janvier 2019. Il y a une minoration qui va s'appliquer sur la pension Agirc Arrco si la personne liquide sa retraite Agirc Arrco au même moment qu'elle a le taux plein à la CNAV. Donc si elle diffère d'un an, elle n'aura plus cette minoration temporaire parce qu'elle dure 3 ans. Mais donc voilà, c'est également une incitation à travailler plus longtemps. Alors, il y a Jean qui pose une question qui dit en 4 trimestres insuffisants, y a-t-il une limite au taux d'abattement? Alors oui, en effet, le taux plein, donc il est plein à 50% et il sera de 37,5 au minimum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en deçà de 37,5% du salaire annuel moyen brut des 25 meilleures années. Oui. Il y a une limite, c'est 20 trimestres. Ça marche. Alors, Mathias, dans le pitch, on parlait de 2 produits qui sont les plus répandus en France pour compléter la retraite de base. Est-ce que tu peux revenir dessus? Alors exactement, donc on va quitter le monde de la répartition, hein. Donc là on passe on va se concentrer sur l'étage de la pyramide qui correspond à l'épargne retraite dans l'entreprise. Donc le propos c'est de rappeler qu'il y a effectivement 2 produits qu'utilisent les entreprises pour des catégories de salariés, d'accord, donc des produits catégoriels. Et qui donc sont là pour aider les salariés à préparer leur retraite. Donc ce sont 2 philosophies complètement opposées qu'on voit sur le slide. Donc on commence par le produit de gauche et on l'a représenté sur une promesse. On parle de promesse finalement. L'entreprise s'engage sur un niveau de financement, donc sur le coût de la retraite. C'est les régimes à cotisation définie. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Hein, l'ancienne appellation était l'article 83 et la nouvelle appellation issue de la loi Pacte, c'est le PER, PER pour plan épargne retraite. Donc, on cotise. Le principe, c'est très simple. On cotise tous les mois via le bulletin de salaire. Alors, soit c'est un cofinancement entre l'employeur et le salarié, soit l'employeur cotise en totalité. La cotisation est connue à l'avance, donc le niveau de financement est connu à l'avance à travers souvent une décision unilatérale. Un compte individuel est créé chez un assureur, donc au profit du salarié bénéficiaire. Les sommes déposées sur ce compte sont placées sur des supports financiers, un peu comme sur une assurance vie. Et à la retraite, on fait les comptes en quelque sorte, on regarde le capital atteint. Ce capital est ensuite transformé en rente viagère. Et donc, du coup, ça vient améliorer le taux de remplacement, ce qui était bien l'objectif initial. Donc, on est bien d'accord que c'est l'entreprise qui s'engage sur une obligation de moyens. Elle cotise tous les mois à un certain niveau. Mais on ne sait pas combien de retraites cela permet de constituer.
En tout cas, on ne le sait pas à l'avance. Sur ce sujet, les relevés de situation que reçoivent tous les ans les salariés dans leur boîte aux lettres donnent quand même une estimation précise. Voilà. Donc, encore une fois, on retrouve ici le nouveau PER qui a été créé à l'occasion de la loi Pacte et on va en reparler un tout petit peu après. L'autre type de promesse possible, moins répandue, c'est l'encadré de droite. C'est lorsque l'entreprise, à l'inverse, s'engage sur un niveau de retraite. Donc, elle dit, voilà, je vais faire en sorte que vous ayez à la retraite 3, 4, 5% de votre dernier salaire ou tant euros de rente. Voilà, donc cette fois-ci, c'est la prestation qui est définie. Donc, par opposition à ce qui précède, on est sur une obligation de résultat. Du coup, l'entreprise doit s'organiser pour financer cette future prestation. Donc, finalement, un peu comme pour une indemnité de fin de carrière, avec l'aléa sur la présence ou non au terme du salarié dans l'entreprise. Donc, ce type d'engagement donne souvent lieu à une provision dans les comptes. Et du coup, à ce titre, on parle de passif social. Donc, ça génère un passif social. Contrairement au premier régime, où il n'y a pas d'aléa sur le financement, puisque c'est le financement qui est connu. Alors, pour le grand public, souvent, sur ce type de régime à droite, on entend souvent parler de régime chapeau. Alors, comme l'expression est controversée, alors à tort, à cause de dérives qu'on a pu voir par le passé, on parle plus de régime à prestation définie. Et toujours à travers la loi Pacte, ces régimes viennent d'être réformés. Alors, on retiendra principalement que les droits sur ces régimes sont désormais acquis et non plus soumis à la présence du salarié dans l'entreprise au terme. Ça, c'est le premier point. Ça répond peut-être à la question de Gilles qui dit il faut être sûr de pouvoir conserver ses droits en cas de départ de l'entreprise avant la retraite. Exactement. Donc, justement, c'est une des innovations et des avancées de la nouvelle mouture de ce type de régime. Donc, ce type de régime, maintenant, ça relève du L13711-2 pour bien faire la distinction entre le nouveau et l'ancien. Donc, le nouveau, c'est 1-2 à la fin. Et l'ancien, c'était L13711. Et l'ancien, effectivement, si vous partiez avant votre retraite, par exemple, si vous quittiez l'entreprise à 55 ans, vous perdiez dans la plupart des cas vos droits à retraite parce que la condition, c'était justement de rester jusqu'à la fin. Ok. J'ai une question sur les deux dispositifs. Un point qui n'est pas abordé là, c'est la fiscalité. Oui, alors dans les deux cas, on parle de niche fiscale et sociale, mais avec des fonctionnements différents. Sur le PER, on a des financements qui sont déductibles de l'impôt et qui ne sont pas soumis à l'impôt, que ce soit côté financement employeur ou financement salarié. Et puis, il y a une niche, on parle aussi de niche sociale, puisque le financement n'est pas soumis à des charges sociales. Alors, il y a quand même un petit frottement quand même, je parle toujours du financement. Il y a un forfait social qui est quand même moins élevé que d'avoir des charges patronales, puisqu'aujourd'hui, il est de 20%. Et sur le PER, il vient de passer à 16% avec la loi Pacte. Donc ça, c'est sur l'encadré de gauche. Sur l'encadré de droite, c'est également une niche. Le financement est soumis à un taxe unique de 29,7. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et juste pour terminer sur l'encadré de droite, il faut retenir qu'on peut se positionner sur un collège un peu plus restreint que sur l'encadré de gauche. Voilà, ça peut être sur un collège de cadres dirigeants, par exemple, ce qui est beaucoup moins souple sur l'encadré de gauche. Est-ce que le forfait social, il varie en fonction de la taille de l'entreprise? J'ai une question là, qui concerne les moins de 20. Alors, le forfait social varie en fonction de la taille de l'entreprise sur le volet épargne salariale. Donc, si vous versez de la participation, de l'intéressement ou de l'abondement. Mais sur le volet épargne retraite, c'est-à-dire sur le PER, il est fixe. Ok. Alors ensuite, les mesures phares du PER, Mathias. En fait, pour bien comprendre le nouveau PER, on va prendre l'image de l'épargne qu'on va assimiler à des vêtements qu'on aurait envie de ranger dans une chambre. Alors, prenons l'exemple d'une chambre dans laquelle il n'y aurait qu'un lit et une table de nuit, mais pas de meubles pour ranger les vêtements. Bon, on aurait les pulls et les t-shirts qui seraient pliés et posés à même le sol par terre. C'est un peu la situation avant la loi Pacte. Les flux d'épargne sont pas rangés.
Donc la loi Pacte est venue mettre un peu d'ordre pour que l'on retrouve tous ces petits en mettant une commode avec 3 tiroirs, par exemple. Donc sur ces 3 tiroirs, il peut y avoir un vide, mais il est là, il existe. Donc je reviendrai tout à l'heure sur le pourquoi de ces 3 tiroirs, on va plutôt parler de compartiments. Donc le gouvernement a souhaité construire un réceptacle d'épargne juste au-dessus des 2 premiers étages obligatoires, qui centraliserait un maximum de flux d'épargne en provenance des individus, des salariés, et qui serait donc rangé dans 3 compartiments. Donc les individus qui bénéficieraient de ce PER, les salariés principalement, conserveraient ce produit tout au long de leur carrière, et donc ils joueraient bien le rôle de centrale générale, si vous voulez, de votre préparation à la retraite pour ce 3e étage, et où tout serait bien rangé. Donc l'objectif du gouvernement, c'est de créer finalement le placement préféré des Français, afin que le fait de ne compter que sur les 2 premiers étages par répartition devienne finalement l'exception et non plus la règle. Avant, les gens pensaient pas, ils pensaient qu'il y avait l'ARCO et la GIRC et la Sécu, et ils se disaient c'est ça ma retraite. Aujourd'hui, il faut que cette pensée soit un peu plus exotique et que la règle, c'est de dire il y a 3 étages. Donc dans ce PER, l'épargne y est classée dans différents compartiments, encore une fois, mais d'un unique produit. Et que vous soyez salarié, indépendant, quelle que soit votre carrière, le PER doit s'adapter à toutes sortes de situations. Donc pour que le produit soit unique et reste le même tout au long de la vie active du salarié, il fallait favoriser les transferts. Donc c'est chose faite, puisque les transferts sont désormais facilités et s'imposent aux assureurs. On parle de portabilité finalement. Il fallait également lâcher du lest sur certains aspects un peu rebutants parfois des anciens produits d'épargne retraite, comme par exemple la sortie en rente obligatoire. L'épargne acquise aujourd'hui en dehors des cotisations collectives obligatoires d'entreprise peuvent être restituées en capital. Donc il n'y a plus cette aliénation de la rente, en tout cas sur une partie, sur 2 compartiments, en tout cas sur 3. Et enfin, il y a un effort qui a été fait sur la fiscalité, qui est plus harmonisée et plus lisible. Il y a plus de liberté dans l'utilisation de l'épargne, dans les motifs de déblocage anticipé. Il y a une harmonisation qui a été faite, pas complètement, mais en tout cas partiellement, entre les motifs de déblocage anticipé qu'on voyait sur l'épargne salariale et ceux qu'on voyait sur l'épargne retraite. Donc par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on achète sa résidence principale, c'est un motif de déblocage anticipé pour le compartiment des versements individuels et facultatifs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis, un dernier mot, c'est la gestion financière finalement. Elle est clairement désormais orientée long terme, avec la gestion à horizon comme mode par défaut. En fait, c'est quelque chose qui est devenu maintenant la règle. Lorsqu'on est à 25 ans de prendre sa retraite, c'était devenu une aberration de placer tous ces sous sur des supports en euros, dont les rendements ne font que baisser année après année. On se doit de prendre quelques risques, et la retraite doit pouvoir être bonifiée aussi des plus-values significatives et pas que des versements. Voilà. Alors, il y a une question. Est-ce qu'en cas de départ prématuré de l'entreprise après 55 ans, comment retrouver les justificatifs d'existence du PER? Est-ce qu'en fait l'entreprise est tenue d'informer les collaborateurs et de leur donner un relevé? Non, le relevé, il est envoyé par l'assureur. Donc, quand vous quittez l'entreprise, alors vous pouvez toujours essayer de recontacter, mais la relation devient bipartite entre vous et l'assureur. Alors, il y a une question sur la fiscalité. Est-ce qu'il y a un choix qui doit être fait à l'entrée ou en sortie? Alors, c'est une nouveauté sur le PER, en tout cas sur le compartiment où on fait des versements individuels. Effectivement, il y a un choix à faire en fait lorsqu'on fait ce versement. Soit on se dit qu'on veut que ce soit une déduction fiscale immédiate et donc on va avoir une réduction d'impôt au moment où on fait le versement. Par contre, en contrepartie, à la sortie, il y aura une fiscalité impôt sur le revenu. Soit on se dit non, moi je veux au contraire être fiscalisé maintenant parce que j'ai mes revenus qui ont baissé, je suis à temps partiel, j'ai un impôt sur le revenu qui est faible et je n'aurai pas d'intérêt à faire de la défiscalisation. Par contre, je sais qu'à la retraite, mon IR sera élevé et donc c'est là
que je veux être défiscalisé. Donc effectivement, les deux fonctionnent et c'est un choix du salarié. Est-ce qu'il peut être proposé aux indépendants, le PER? Alors, le PER, c'est la tête de gondole en fait, hein, c'est l'appellation générale. Mais effectivement, à l'intérieur, il y a des déclinaisons. On verra sur le slide d'après, mais le PER finalement, on y est déjà. C'est un produit, deux modalités de souscription. Ces deux modalités de souscription, c'est un, dans le cadre de l'entreprise, dans un produit collectif, ou deux, en dehors du cadre de l'entreprise, individuellement. Donc la réponse, oui. D'accord. Dernière question avant d'enchaîner. Le déblocage pour achat de sa résidence principale concerne-t-il aussi les cotisations définies versées par l'entreprise? Non, c'est l'exception. Le gouvernement a souhaité, entre guillemets, sanctuariser ce compartiment en ne lui permettant pas de faire du déblocage anticipé sur la résidence principale et en ne permettant pas non plus de sortir en capital, sauf exception d'un capital trop faible qu'on pourrait estimer entre 20 et 25 000 euros. Donc, si aujourd'hui, vous vous concentrez sur le compartiment des cotisations d'entreprise, vous ne pouvez pas sortir pour achat de la résidence principale et vous ne pouvez pas sortir en capital, sauf si vous avez un capital inférieur à 20 ou 25 000 euros. Alors, je suis passé au slide suivant, mais je pense que tu as déjà quasiment tout évoqué, hein. Mathias? Oui, en fait, le slide suivant, c'était juste pour synthétiser finalement sur ce PER, mais c'est vraiment le produit phare. Il n'y a pas eu de révolution technologique. Le substrat de départ, c'était l'existant. C'était juste une remise à plat de l'existant en réorganisant les choses. À droite, on avait les trois compartiments finalement, que sont les trois modalités de financement qui existaient déjà auparavant. Si on reprend l'image de la commode, on se retrouve avec le tiroir des vifs, le tiroir de l'épargne salariale et le tiroir des cotisations obligatoires. L'obligation de sortie en rente, je viens de le dire, est conservée sur le compartiment des cotisations obligatoires. La sortie anticipée pour acheter la résidence principale est nouvellement créée sur le compartiment des vifs. Et à gauche, vous avez les anciens produits article 83, PERCO et PERP qui sont abandonnés, mais finalement pour renaître sous une appellation PER, mais finalement l'appellation passe au second plan. D'accord. J'ai une question d'Eric. Est-ce que le Covid, l'activité partielle, est-ce que tout ça, ça a un impact sur les retraites en termes de cotisation? Alors, si l'entreprise l'a bien formalisé à travers sa décision unilatérale, elle peut continuer de faire cotiser sur une base pleine au PER. En cas d'activité partielle? En cas d'activité partielle, mais il faut le formaliser par décision unilatérale. Ok. Et en cas de déblocage anticipé, donc l'exemple du fin de droit, hein, à Pôle emploi, y a-t-il une fiscalité si on avait choisi la déduction d'impôt au moment du versement dans le PER? Alors oui, en fait, il faut distinguer si c'est une sortie anticipée hors résidence principale ou si c'est une sortie anticipée pour résidence principale. Et aujourd'hui, la fiscalité sur la sortie, finalement, il y a une notion de PFU, de prélèvement forfaitaire libératoire, qui est plafonnée à 30%. Mais cette fiscalité-là, elle est assez complexe à détailler ici. C'est vraiment à la carte. Donc, selon qu'on soit dans le compartiment 1, dans le compartiment 2, dans le compartiment 3, dans le compartiment 1, selon qu'on soit en versement volontaire déductible ou versement volontaire non déductible. Il y a après une distinction entre les versements et les produits. Il y a une distinction entre le capital ou la rente. Donc, là, j'ai mis le lien de la réponse dans le chat. C'est contacter GREP pour des analyses plus fines. Exactement. Bon, on va repasser à un autre sujet, hein, avec Karen, je pense. Alors, on reçoit des relevés de carrière, hein, de temps à autre. Des fois, on les reçoit, des fois, on les reçoit pas même. Mais ces relevés de carrière, est-ce qu'ils sont conformes, Karen? Alors, c'est une très bonne question, Christophe. Alors, tout d'abord, depuis 2003, il y a un droit à l'information qui a été instauré. Donc, en effet, normalement, à partir de l'âge de 35 ans, on reçoit tous les 5 ans son relevé individuel de situation. Il recense l'ensemble des droits acquis auprès des régimes de retraite auprès desquels vous avez cotisé. Et on reçoit également, on verra juste après, une estimation de votre retraite à partir de l'âge de 55 ans. Donc les relevés de carrière, on estime que la moitié comporte des erreurs.
La moitié, c'est énorme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comme erreur? Ça peut être des oublis de points, ça peut être des trimestres pour enfants pour les femmes qui manquent, ça peut être une activité à l'étranger qui n'aurait pas été prise en compte. Voilà, il y a des anomalies qui sont extrêmement fréquentes et d'ailleurs les relevés de carrière, pour en voir un certain nombre, qui ne comportent pas d'anomalies, sont extrêmement rares. Et ce sont généralement des personnes qui ont fait quasiment toute leur carrière dans la même entreprise. Plus on a eu d'employeurs, plus on a cotisé auprès de nombreux régimes et plus le risque d'erreur est important. Donc, il faut savoir que la Cour des comptes souligne tous les ans le fait que les erreurs sont trop fréquentes. Et donc, elle estime qu'il y a environ une pension sur 7 qui est mal calculée. C'est énorme. Sachant que une erreur de 100 € par mois a un impact cumulatif de 31 000 € pour une femme et 26 000 € pour un homme, pour un départ à 62 ans. Et donc, ça en vient forcément à parler de l'estimation Je vais être un peu débile, mais pourquoi tu as une différence femme-homme? Parce que les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes. D'accord. Et donc, d'où là, le slide, on voit une estimation indicative globale. Donc, c'est ce qui se présente sous vos yeux. Donc, on a des dates de départ à la retraite différentes avec des montants de retraite qui ont été calculés. Ces estimations indicatives globales se fondent sur votre relevé de carrière, ce qui signifie que si le relevé de carrière est erroné, l'estimation indicative globale est erronée, tout comme l'estimation indicative globale prend en considération le dernier salaire connu. Donc, s'il y a un changement de situation entre-temps, c'est-à-dire une perte d'emploi, une baisse de salaire ou, dans le bon sens, une augmentation salariale importante, l'estimation indicative globale ne la prend pas en compte. D'où le fait qu'il faut faire extrêmement attention avec ce que l'on reçoit. Alors, il y a une question de Frédéric. Il se passe quoi en cas d'absence de points à GIRC, pardon, Ouais. c'est-à-dire si l'employeur n'a pas cotisé, en fait. Alors, les points GIRC, ce sont des points qui concernent les cadres. Donc, s'il n'y a pas de points GIRC, il faut se poser la question de est-ce que vous aviez à ce moment-là le statut cadre et regarder sur votre fiche de paye s'il y a bien une cotisation tranche B. C'est ça que vous devez regarder. Si l'employeur a omis de le faire, ce sont les fiches de paye, malheureusement, qui font foi. Qui font foi, exactement. Ce sont d'ailleurs des justificatifs très importants à conserver, que ce soit les fiches de paye, les indemnités Pôle emploi, la preuve des indemnités Pôle emploi, des arrêts maladie, etc. Tout ceci, il faut le conserver pour régularisation. Donc, ça veut dire que c'est du recours des prud'hommes. Exactement. Ok. Alors, sur la vérification des relevés de carrière, ouais. Ici, c'est intéressant. On voit à gauche un relevé CNAF tel qu'il se présente naturellement, c'est-à-dire qu'on a les années, on a le revenu et le nombre de trimestres pris en compte. Vous voyez qu'entre 2015 et 2017, il n'y a rien, il y a un blanc. Pourtant, cette personne a bien travaillé dans l'entreprise toute l'année. Donc, l'impact sur sa retraite, s'il n'y a pas de régularisation, évidemment, alors là, vous voyez, elle a beaucoup de trimestres, cette personne est à 172 trimestres et elle pouvait partir déjà depuis longtemps à la retraite à taux plein. L'impact, c'est 5% de surcote en moins sur la pension CNAV. 5%, c'est quand même c'est important. Et d'ailleurs, on voit sur le relevé juste à côté, qui correspond à cette même personne, c'est un relevé de points à GIRC-ARCO classique. Vous voyez que l'année 2014 et l'année 2015, les points ARCO n'apparaissent pas, alors que les points GIRC apparaissent. Donc, quelqu'un qui n'est pas familier avec les relevés de carrière peut complètement passer, cette information peut passer complètement inaperçue. L'impact sur la retraite, c'est 490 € de retraite à GIRC-ARCO en moins par an. C'est énorme. En cumulé, ça fait 14 000 €. D'accord. Donc, juste pour information, sachez que lorsque vous demandez la liquidation de votre retraite, les caisses s'assurent tout de même que les informations ne sont pas manquantes. Et donc, il y a un certain nombre aussi de questions qui sont posées à l'assurée pour savoir si elle a, si l'année, pourquoi il y avait moins de points, parce qu'elle était au chômage ou autre. Il y a quand même un questionnaire qui est fait, mais globalement, il y a quand même encore une pension sur 7 qui est liquidée avec l'ensemble des droits qui n'ont pas été liquidés.
pris en compte. Alors, ça suscite beaucoup de commentaires. Donc, il y a une question de Sandrine et de Christophe que je vais rejoindre. Sandrine dit, voilà, dans le cadre de la non prise en compte des trimestres acquis pour enfants, comment fait-on pour que les corrections soient prises en compte? Alors, pour les enfants, déjà, avant 55 ans, souvent, ils vont pas apparaître sur le relevé, tout simplement parce que la caisse de retraite, la CNAV, n'a pas forcément cette information. Ce qui fait foi, ce sont le livret de famille. De toute façon, ce sont des informations qui sont demandées lorsqu'on liquide sa retraite. La copie du livret de famille est automatiquement un élément qui est demandé. Donc, si vous êtes proche de la retraite, disons que cette prise en compte peut être demandée directement sur votre espace, sur le site de l'assurance retraite. Vous pouvez demander, mais très sincèrement, souvent, les corrections sont faites au moment de la liquidation de retraite, puisque les caisses sont déjà débordées par les demandes de liquidation. Donc, ce qu'il faut, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a des irrégularités, c'est bien mettre les justificatifs de côté, surtout lorsqu'il s'agit de bulletins de salaire, faire des copies, et puis demander la régularisation au moment où vous allez prendre votre retraite. Et là, dans l'exemple que tu as cité, tu contactes directement l'ARCO pour dire, attention, voilà, j'ai mes bulletins de paye qui prouvent que j'ai bien cotisé. Exactement, c'est un courrier qu'on envoie à sa dernière caisse d'affiliation, par exemple dans le cadre ici Agir Carco, où on en dit, voilà, j'ai noté que pour 2 années, il me manquait les points ARCO, voici les justificatifs, et après, vous attendez d'avoir une réponse. L'ARCO, c'est sur la tranche A, c'est ça? Exactement, l'ARCO, ça concerne tous les salariés cadres et non cadres. Et Agir, c'est au-delà. Exactement. Ok. Les meilleurs salaires sont-ils pris en compte sur les 25 ans ou sur un certain nombre de mois? Alors, on prend en compte la moyenne des 25 meilleures années. J'ai pas compris. Les meilleurs salaires sont-ils pris en compte sur les 25 ans? C'était ça la question. Oui, c'est les 25 meilleures années, tout à fait. 25 meilleures années pour un salarié, pas pour un indépendant. Exactement, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes méthodes de calcul selon qu'on soit salarié ou RSI ou à la CIPA, effectivement. Et pour ma gouverne, alors, au RSI, c'est quoi? Le RSI, ça marche aussi en trimestre, et puis vous avez également des points de retraite complémentaires. Donc, il y a une complémentaire également pour le RSI. Mais c'est les 25 meilleurs RSI. Ça reste un régime aligné. Ça reste la même base. Oui, exactement. C'est un régime aligné. Et la MSA également, tout comme la CNAV, fonctionne de la même manière. Ok. On va passer au slide 13 sur les exemples de bilan de retraite qui sont faits à partir de solutions digitales. Exactement. Alors en fait, les entreprises qui souhaitent donner de l'information à leurs salariés de manière vraiment individuelle vont nous contacter pour des études de retraite. Alors ici, on a l'exemple d'études de retraite réalisées à partir de Sapiendo, donc qui est l'outil que nous utilisons à 90% de nos études. Donc là, vous avez un exemple où on va laisser apparaître les dates et âges clés. Donc on va savoir qu'en fonction de l'année de naissance du salarié, il va lui falloir un certain nombre de trimestres pour avoir sa retraite à taux plein. Vous avez au milieu la synthèse de la simulation, donc des hypothèses qui sont calculées à des dates qui sont très spécifiques. On a l'âge légal, même s'il y a des abattements. De toute façon, à l'âge légal, le calcul est fait. La retraite plein, CNAV, et puis la troisième hypothèse, 1 an après, pour éviter les abattements Agir Carco. Les 3 montants vont être calculés, sachant qu'on peut aussi avoir la main sur les montants retraite, sur des dates de retraite. Et puis l'autre page, c'est un détail et des règles de calcul, donc qui permettent d'expliquer aussi aux salariés comment ça fonctionne. Et c'est là que tu vas pouvoir faire des simulations, j'imagine, de rachat de trimestre par l'entreprise ou par le salarié et faire des arbitrages. Exactement. Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est que notamment dans l'outil Sapiendo, on va montrer le montant de retraite des personnes selon leur relevé de situation tel qu'ils l'ont téléchargé, mais également après correction. Donc nous, on fait des corrections à la main s'il y a des erreurs, des trimestres ou des points qui manquent. Ensuite, effectivement, oui. Je te coupe, mais pour les gens qui nous écoutent, c'est important de savoir que les erreurs peuvent être dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir une simulation qui met une retraite à la hausse comme elle peut la mettre à la baisse.
Alors oui, tout à fait. Donc on peut avoir, parce que la fin de carrière ne s'est pas passée telle qu'on aurait voulu, en tout cas avec un salaire constant, ou bien, alors ça m'est arrivé une fois et c'est extrêmement rare, mais c'est arrivé. Le relevé CNAV ne présentait pas les salaires limités au plafond de sécurité sociale. Donc, pour rappel, cette année, on est environ à 41 000 euros. Donc, une personne gagne 41 000 euros ou 1 million d'euros, elle est limitée toujours à 41 000 euros sur son relevé CNAV. Et donc, les 25 meilleures années, ou en tout cas les dernières années de son relevé CNAV, présentaient ses salaires réels, étaient bien supérieurs au plafond de sécurité sociale. Et donc, l'estimation qui avait été donnée était complètement erronée à la hausse cette fois-ci. Donc effectivement, la personne n'était pas très contente. Ensuite, donc ce n'était pas les montants réels. Et ensuite, concernant l'optimisation de carrière, ça fait partie, en effet, le rachat de trimestre fait partie des méthodes d'optimisation qui consistent à racheter des trimestres lorsqu'il en manque, et puis de calculer l'opportunité, puisque parfois c'est pas intéressant, mais à d'autres moments, ça peut être très rentable, sachant que derrière, il y a des déductions au niveau des impôts. Donc, nous faisons le calcul de toute façon automatiquement dès lors qu'il manque des trimestres et qu'évidemment, les trimestres sont achetables. Alors, j'ai une question de Pascal. Est-ce qu'on peut demander la retraite classique de base à 62 ans et attendre 65 ans pour les complémentaires? Oui, il n'y a pas d'obligation de liquider les deux retraites en même temps. En effet. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui ont des retraites tranche C, la tranche C qui applique un abattement en fonction de l'âge et non pas du nombre de trimestres, il y a des personnes qui diffèrent à 67 ans la liquidation de leur tranchée pour justement éviter les abattements. Mais c'est tout à fait possible. Ok, bah super. Je pense qu'on a fait un tour assez exhaustif de la question, hein. Ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Mathias, tes conseils aux entreprises pour accompagner les salariés en fin de carrière, ça serait quoi? Non, bah c'est de demander une étude, hein, tout simplement, c'est-à-dire d'analyser, de faire de l'ingénierie sociale, d'analyser la population ou les populations, de voir s'il y a des groupes qui se dégagent et des besoins qui se dégagent par rapport à ces groupes. Je reviens toujours sur cette distinction entre vraiment le produit catégoriel et le produit universel, quoi. D'accord. Alors, pour conclure, je dirais que sur ces questions de retraite en entreprise, vu la complexité des dispositifs, la non-conformité des relevés de carrière, les situations que peuvent vivre les salariés tout au long de leur parcours, je pense qu'il est essentiel de se faire accompagner par des experts comme GEREP qui vont pas aujourd'hui bidouiller des fichiers Excel, hein, mais qui ont des outils qui sont fiables et qui sont faits pour traiter ces problématiques. Karen, je te laisse le mot de la fin. Je dirais que le plus tôt on s'occupe de sa retraite, et le mieux c'est. Et pour éviter d'avoir des incertitudes, il faut avoir de l'information. Alors, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si on va y répondre, mais qui est de Edwige qui demande quel est le coût pour l'étude d'un cas salarié. Est-ce que c'est raisonné comme ça, Mathias, au niveau du cabinet? Alors, oui, c'est exactement ça. Ce sont des études individuelles pour un salarié, mais dans le cadre d'un partenariat entre GEREP et l'entreprise. Mais donc, ce sont bien des études Sapiendo, Karen. Donc, je ne sais pas si tu as la variabilité entre les différentes options possibles, hein, puisque je sais qu'il y a des prix pour une étude simple ou une étude un peu plus poussée. On ne va pas te donner de prix en live, Ouais. mais donc la réponse c'est oui. Les études sont faites par salarié et j'invite Edwige à contacter GEREP Exactement. pour avoir un devis personnalisé. Bah écoutez, je vous remercie. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire très instructif sur la retraite. Vous pourrez visualiser ce replay sur MyRH-Line dès demain. Et puis, je vous invite à contacter GEREP pour plus d'informations. Mathias, je te remercie. Et Karen également. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.